La première chose que j'ai entendue quand ils sont revenus de Gulf Shore, c'était Diane qui criait mon nom de l'autre côté de ma porte d'entrée. Claire, ouvre cette porte tout de suite. Ryan se tenait derrière elle avec 2 valises à ses pieds. Le visage rouge de la chaleur doux et de quelque chose de plus profond que la colère. Brooke était à côté de lui, tenant la main d'un enfant somnole. Tandis que l'autre s'appuyait contre sa jambe. Grincheux et brûlé par le soleil après le long trajet de retour. Une fraction de seconde, j'ai failli ouvrir la porte par habitude. Pendant 12 ans, j'avais ouvert cette porte quand Ryan rentrait. Je l'ouvrais après le travail, après les dîners de famille. Après des disputes qui se terminaient par mes excuses juste pour ramener le calme à la maison. Je l'ouvrais après chaque vacances dont j'avais été exclu. Faisant semblant d'être heureuse d'entendre des récits sur des endroits que je n'avais jamais eu le droit de voir. Mais cette fois, il y avait une décision de justice pliée dans la main de Ryan. Et cette fois, je n'ai pas ouvert la porte. Votre réservation d'hôtel est dans votre email, ai-je dit, en gardant la voix calme. Vous pourrez récupérer vos affaires mardi, exactement comme le stipule l'ordonnance. Ryan a fixé le bois entre nous comme s'il pouvait le faire changer d'avis. Tu fais vraiment ça? A-t-il demandé. Dehors. Diane a poussé un rire sec. Elle te punit parce qu'on a pris de simples vacances en famille. J'ai fermé les yeux. De simples vacances. C'était toujours ainsi qu'il décrivait les choses. Un dîner, un prêt, une faveur, une petite chose que j'étais censé comprendre. Mais la vie de personne ne s'écroule à cause d'une seule chose. Elle s'écroule à cause de toutes ces choses dont on vous a dit qu'elles n'avaient pas d'importance. 16 jours plus tôt, Ryan se tenait dans notre chambre en train de plier des chemises pour les Rangers dans une valise que j'avais achetée pour notre 10e anniversaire de mariage. Il chantonnait entre ses dents, détendu et enjoint. Comme s'il faisait ses bagages pour un projet que nous avions préparé ensemble. Je me tenais sur le seuil, un panier de linge propre à la main. Alors? Ai-je dit? En essayant de garder un ton neutre. On part à quelle heure demain? Ryan a arrêté de plier. Il n'a pas levé les yeux tout de suite. C'est à ce moment-là que j'ai su. Il a pris un polo, l'a lissé des 2 mains et a dit. Claire? Je pensais qu'on en avait parlé. Non. Ai-je dit? On n'en a pas parlé. Il a fini par lever les yeux. Maman veut que ce voyage soit exclusivement réservé à la famille. Je me rappelle le silence qui a suivi cette phrase plus clairement que la plupart des disputes de mon mariage. Le climatiseur s'est mis en marche. Une voiture est passée dans la rue. Quelque part plus loin, un chien a aboyé 2 fois avant de s'arrêter. Exclusivement réservé à la famille. Ai-je répété? Ryan a soupiré comme si je le mettais en retard. Tu sais ce que je veux dire. Non. Ai-je dit? Je ne crois pas. Après 12 ans. Qu'est-ce que je suis exactement? Son téléphone a sonné avant qu'il ne puisse répondre. Le nom de Diane s'est affiché sur l'écran et Ryan a mis le haut-parleur sans me demander. Tu lui as dit? A demandé Diane. Ryan s'est frotté la nuque. Je suis en train de le lui dire. Diane a poussé un petit soupir. Presque comme si elle était déjà fatiguée de moi. Claire, s'il te plaît. Ne transforme pas un voyage paisible en problème. Brooke a eu une année difficile. Les enfants sont excités. On veut juste passer du temps ensemble. Passer du temps ensemble. J'avais déjà entendu ces mots. L'année d'avant. Ryan avait dit que le plus jeune enfant de Brooke avait besoin de la chambre d'amis dans la maison.
Au bord du lac. L'année d'avant, Diane avait dit que je m'ennuierais parce que tout le monde voulait veiller tard. Avant cela, Ryan m'avait dit que quelqu'un devait rester à la maison pour s'assurer que le sous-sol ne serait pas inondé pendant une semaine de forte pluie. Quelqu'un. Et curieusement, ce quelqu'un, c'était toujours moi. J'étais resté à la maison, j'avais arrosé les plantes, récupéré le courrier, payé les factures et veillé à ce que le réfrigérateur soit bien garni à leur retour. Ensuite, j'avais écouté poliment Diane me décrire les couchers de soleil, les restaurants et les mots drôles des enfants au bord de la piscine. Chaque année, Ryan promettait, la prochaine fois, ce sera différent. Mais la prochaine fois appartenait toujours à quelqu'un d'autre. J'ai posé le panier de linge sur le lit. J'espère que vous passerez tous un merveilleux voyage. Ai-je dit. Les sourcils de Ryan se sont levés. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à une dispute. Il s'attendait à ce que je m'en dise une place dans la voiture comme si j'avais encore quelque chose à prouver. Puis j'ai souri. Mais ne t'attends pas à ce que les choses soient pareilles à ton retour. Ryan a carrément ri. Pas un rire cruel, non. Ça aurait été plus facile à comprendre. C'était le rire d'un homme qui croyait me connaître trop bien pour avoir peur de me perdre. Claire ? A-t-il dit ? Ne fais pas ton mélodrame. Diane n'a rien dit. Mais j'entendais sa respiration à l'autre bout du fil. Le lendemain matin, Ryan est parti avant l'aube avec Diane, Brooke et les enfants. Leur SUV était rempli de chaises de plage, de snacks, de jouets de piscine et de bien trop de valises pour 16 jours d'absence. Ryan m'a embrassé sur la joue avant de monter. Essaie de te détendre pendant qu'on est parti. A-t-il dit. J'ai regardé la voiture s'éloigner du trottoir. Ensuite, je suis rentré. Je suis allé au petit bureau dans la salle à manger et j'ai ouvert le dossier que je constituais depuis près d'un mois. À l'intérieur se trouvaient des copies de l'acte de propriété que mon père m'avait légué. Des relevés bancaires, des reçus de virement. Des captures d'écran de messages que Ryan croyait que je n'avais jamais vus. Il y avait aussi une note de Marissa Cole, l'avocate en droit de la famille que j'avais consultée à 2 reprises avant même que Ryan ne fasse sa valise. Pendant des semaines, je m'étais demandé si j'exagérais. Mais en regardant les chiffres, j'ai compris la vérité. Ryan n'avait pas seulement omis de m'inclure dans les voyages. Il avait utilisé nos économies communes pour subvenir aux besoins d'une famille qui persistait à affirmer que je n'en faisais pas partie. Et pour la première fois en 12 ans, j'en avais assez d'attendre qu'il me fasse une place. Ryan a toujours été doué pour me faire passer pour quelqu'un de déraisonnable lorsque je constatais l'évidence. C'était l'une des raisons pour lesquelles il m'avait fallu si longtemps pour comprendre ce qui se passait. S'il était rentré cruel, bruyant ou ouvertement égoïste, je l'aurais peut-être vu plus tôt. Mais Ryan savait se montrer attentionné en privé. Il se souvenait de la façon dont j'aimais mon café. Il m'avait envoyé des fleurs quand mon père était mort. Il m'avait tenu la main à l'hôpital lorsque j'avais eu une mauvaise réaction à un médicament. Des années auparavant. Puis sa mère appelait, ou Brooke avait besoin de quelque chose, et soudain, je devenais celle dont les besoins pouvaient attendre. Nous nous étions rencontrés à l'âge de 28 ans. Ryan travaillait alors pour une entreprise de transport régional et je venais de débuter dans la facturation médicale. Nous étions des gens ordinaires construisant une vie ordinaire à Columbus. Nous allions au cinéma le vendredi soir, économisions pour des meubles. Nous disputions sur la couleur des peintures et rêvions d'aller un jour dans le Maine en automne. Quand mon père est décédé, il m'a légué la petite maison de 3 chambres où j'avais grandi. Elle n'avait rien de somptueux. La cuisine était vétuste et les marches du porche grinçaient chaque fois que quelqu'un y posait le pied. Mais elle était à moi et elle portait le souvenir discret de la vie de mon père. Ryan et moi y avons emménagé après notre mariage. Au début, Diane a semblé heureuse pour nous.
Elle a apporté un gratin et a déclaré que la maison avait de bons fondements, mais déjà. Elle parlait comme si Ryan me faisait une faveur en venant habiter là. Ryan a toujours été celui qui rassemble les gens. M'a-t-elle dit un après-midi. J'avais souri poliment parce que je ne comprenais pas encore ce qu'elle voulait dire. Avec le temps, j'ai compris. Rassembler les gens dans le monde de Diane signifiait que Ryan accourait chaque fois qu'elle appelait. Cela signifiait que Brooke pouvait faire des bêtises et que Ryan l'aiderait à nettoyer. Cela signifiait que le confort de tous les autres passait avant tout. Et cela signifiait que j'étais censé rendre cela possible sans me plaindre. Pour le premier Noël que nous avons reçu, j'ai passé 2 jours à cuisiner parce que Diane avait dit qu'elle était trop fatiguée pour s'occuper d'un grand repas. La tante et l'oncle de Ryan étaient venus. Brooke était venue avec l'homme qu'elle fréquentait à l'époque. Il y avait 12 personnes autour de ma table à manger, qui riaient. Se passaient les plats et complimentaient le jambon. Diane a levé son verre de vin et a balayé la pièce du regard. Je suis tellement heureuse que la femme de Ryan ait bien voulu nous recevoir. A-t-elle dit. Pas Claire, pas la famille. La femme de Ryan. C'était un petit détail. Assez bénin pour que, lorsque j'en ai parlé à Ryan plus tard, il ait l'air sincèrement confus. Elle ne pensait pas à mal. A-t-il dit. Peut-être que non. Ou peut-être qu'elle pensait exactement ce qu'elle disait. Quelques années plus tard, Brooke a perdu son emploi dans un cabinet dentaire. Elle élevait 2 enfants et je comprenais qu'elle avait peur. Quand Ryan m'a dit qu'elle avait besoin d'aide, j'ai accepté avant même qu'il ait fini sa phrase. Juste pour 1 mois. Avait-il dit. Le temps qu'elle se remette sur pied. Nous lui avions envoyé de l'argent pour les courses. Ensuite, nous avions payé une facture d'électricité. Puis Ryan avait réglé la réparation d'une voiture parce que Brooke disait qu'elle ne pouvait pas se rendre aux entretiens d'embauche sans son SUV. À chaque fois, je me disais que les familles s'entraidaient, mais le mois avait filé. Brooke avait retrouvé un travail, puis perdu des heures, puis eu des frais médicaux. Puis pris du retard sur son assurance. Ryan avait toujours une excuse. Diane avait toujours une voix inquiète en arrière-plan. Et chaque fois que je demandais combien de temps cela allait durer, Ryan répondait. C'est ma sœur. Claire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que pouvais-je répondre à cela? Je ne voulais pas qu'une mère et 2 enfants souffrent. Je ne voulais pas paraître froide ou égoïste, alors je n'ai rien dit. J'ai serré notre budget course. J'ai repoussé le moment de remplacer la machine à laver lorsqu'elle avait commencé à émettre ce terrible bruit de grincement. J'ai sauté les déjeuners avec mes collègues en me disant que nous étions simplement raisonnables. Mais nos économies ne semblaient jamais se reconstituer. Chaque mois. Je regardais le solde de notre fonds d'urgence commun et je me demandais pourquoi il bougeait à peine alors que nous travaillions tous les 2 à temps plein. Ryan rejetait la faute sur la vie courante. Les factures avaient augmenté. La réparation du toit avait coûté plus cher que prévu. Tu sais à quel point les courses coûtent cher aujourd'hui. Et comme ces faits étaient vrais, je l'avais cru, jusqu'au mois précédant le voyage à Gulf Shore. Ryan avait laissé son ordinateur portable ouvert sur la table de la salle à manger pendant qu'il prenait un appel dehors. Je ne cherchais pas les ennuis. J'essayais de trouver le numéro de confirmation de notre assurance habitation. Au lieu de cela, j'ai vu un email d'un organisme de crédit. L'objet disait « Alerte de paiement de co-emprunteur ». Mon estomac s'est noué avant même que je l'ouvre. Ryan s'était porté co-emprunteur pour un prêt de rachat de crédit de 28 000 $ contracté par Brooke 8 mois plus tôt. Mon nom ne figurait pas sur ce prêt. Je n'étais pas légalement responsable de cette dette, mais le nom de Ryan y était. Et si Brooke cessait de payer? Sa solvabilité et la vie financière que nous avions bâtie ensemble pouvaient en pâtir. Je suis resté là à fixer l'écran jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Ensuite, j'ai ouvert nos comptes bancaires joints. Les virements étaient là,
échelonnés sur des mois. En montant assez faible pour ne pas éveiller de soupçons immédiats. 7 cents $, 9 cents $, 1250 $. Certains allaient directement à Brooke. D'autres portaient des libellés vagues comme « aide familiale » ou « remboursement de frais ». Quand j'ai fait le total, j'ai dû m'arrêter 2 fois parce que mes mains tremblaient. Ryan avait ponctionné plus de 14 000 $ de nos fonds d'urgence pour l'aider à honorer le prêt. De Brooke, ses factures d'électricité, ses arriérés d'assurance et d'autres dépenses. Sans me demander mon avis, sans m'en parler. Le pire n'était pas que Brooke ait eu besoin d'aide. Le pire était que Ryan m'avait incluse là-dedans sans mon consentement. Tout en continuant à laisser sa mère me traiter comme une étrangère. J'ai repensé à toutes les vacances que j'avais manquées, à tous les dîners que j'avais organisés. À chaque fois que j'avais souri tandis que Diane décrivait le temps passé en famille comme si je me tenais devant un portail verrouillé. Ryan n'avait pas seulement oublié de m'inclure. Il avait bâti un mariage où j'étais censé financer ma propre disparition. C'est ce soir-là que j'ai contacté Marissa Cole. Et une fois que j'ai commencé à rassembler la vérité, j'ai su que je ne pouvais plus jamais détourner les yeux en toute sécurité. Le bureau de Marissa Cole se trouvait au 3e étage d'un vieux bâtiment en briques près du centre-ville de Columbus. Au-dessus d'une petite agence d'assurance et d'une boulangerie qui sentait toujours la cannelle vert. Le milieu de la matinée. Je l'avais déjà rencontré à 2 reprises avant que Ryan ne parte pour Gulf Shore. La première fois, je n'avais apporté que quelques relevés bancaires et un carnet rempli de questions. La deuxième fois, j'avais apporté un dossier assez épais pour me faire mal aux mains. À présent, 3 jours après le départ de Ryan en voiture avec sa mère, sa sœur et ses enfants, j'étais assise de nouveau en face de Marissa. Ce n'était pas le genre d'avocate à faire des promesses qu'elle ne pouvait tenir. Elle avait des cheveux gris, une voix posée et l'habitude de lire chaque page avant de parler. Après plusieurs minutes, elle a fermé le dossier. « Vous avez fait un travail minutieux. Claire ?» a-t-elle dit. « C'est important. » J'ai regardé les papiers entre nous. « Est-ce que c'est assez important ? » Cela nous donne des faits. A-t-elle dit. Les faits valent mieux que la colère. Cette phrase est restée gravée en moi. Pendant 12 ans, on m'avait répété que j'étais trop sensible, trop dramatique, trop facile à blesser. Mais il n'y avait rien de dramatique dans un virement bancaire. Il n'y avait rien d'émotionnel dans un contrat de prêt que Ryan avait signé sans m'en parler. Les chiffres se fichaient bien de savoir si Diane pensait que je devais être plus compréhensive. Marissa a expliqué la situation clairement. La maison était à moi avant le mariage. Mon père me l'avait léguée. L'acte de propriété était resté uniquement à mon nom. Et je n'avais jamais ajouté Ryan comme propriétaire. Cela me donnait un point de départ important. Mais c'était aussi devenu notre foyer conjugal pendant 12 ans. Ryan y avait vécu. Nous y avions payé les factures courantes ensemble. Nous avions utilisé des revenus communs pour les réparations, l'épicerie, les services publics et l'entretien. Cela signifiait que je ne pouvais pas simplement changer les serrures pendant son absence en prétendant que la loi y verrait une démarche simple. « Je sais que c'est votre maison » a dit Marissa. « Mais vous ne voulez pas créer de problème en agissant de votre propre chef. Si vous voulez la jouissance exclusive et temporaire du domicile, nous devons en faire la demande au tribunal. » J'ai fait « oui » de la tête. Et si le tribunal dit non? Alors nous suivrons l'ordonnance que nous recevrons. Mais sur la base du secret financier, du conflit, et du fait que vous avez fait tous les efforts pour consigner les choses au lieu de jeter de l'huile sur le feu, nous disposons d'une base raisonnable pour demander des dispositions temporaires. Elle a marqué une pause avant d'ajouter. Ce n'est pas une garantie. Je tiens à ce que vous le compreniez. Bizarrement, l'entendre dire cela m'a inspiré davantage confiance. Je ne voulais pas d'un miracle. Je ne voulais pas que Ryan soit traîné hors de la maison menottes aux mains.
Je voulais avoir la chance de respirer sans qu'on me dise que j'étais cruel de me protéger. Marissa m'a demandé si je voulais demander le divorce. Le mot a lourdement pesé dans la pièce. Pendant des semaines, je l'avais imaginé en train de le prononcer. J'avais visualisé le visage de Ryan lorsqu'il réaliserait que j'étais sérieuse. Mais assise là, j'ai compris que je n'étais pas prête à décider du reste de ma vie en une seule matinée. Je veux une séparation de corps, ai-je dit. J'ai besoin de la vérité avant de décider s'il reste quelque chose à sauver. Marissa a hoché la tête. C'est une décision raisonnable. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les aspects pratiques. Je n'allais pas vider notre compte commun. Je n'allais pas cacher d'argent. Je ne toucherai pas aux affaires personnelles de Ryan et je ne résilierai pas son assurance maladie. Mais sur les conseils de Marissa, j'ai ouvert un compte individuel pour mes futurs salaires. J'ai laissé assez d'argent sur le compte commun pour les factures du ménage déjà programmées. Ensuite, Marissa a préparé la requête. Elle demandait des mesures restrictives provisoires d'ordre financier afin que Ryan ne puisse pas continuer à effectuer des virements inhabituels depuis nos fonds partagés pendant l'examen de l'affaire. Elle demandait la divulgation complète du prêt qu'il avait co-signé pour Brooke ainsi que de chaque virement qu'il lui avait fait. Et elle exigeait une audience rapide concernant l'attribution temporaire du domicile. Pas une possession définitive, pas une punition, un arrangement provisoire. Les mots avaient leur importance. Au moment où j'ai quitté le bureau de Marissa, le soleil s'était caché derrière un banc de nuages. Je suis restée assise dans ma voiture pendant plusieurs minutes sans démarrer. J'aurais dû me sentir forte. Au lieu de cela, j'avais des hauts le cœur. Je pensais à Ryan à la plage. Je l'imaginais porter une glacière sur le sable, riant avec les enfants de Brooke. Laissant Diane prendre des photos de tout le monde dans des t-shirts assortis. Pendant un moment, j'ai eu envie de l'appeler. J'ai eu envie de dire « Reviens. On peut discuter. » J'ai peur. Mais ensuite, je me suis rappelé la façon dont il avait ri quand je lui avais dit de ne pas s'attendre à ce que les choses restent pareilles. Il n'avait pas ri parce qu'il croyait que j'étais heureuse. Il avait ri parce qu'il croyait que je ne ferais jamais rien contre ma souffrance. 4 jours plus tard, Marissa m'a appelé au travail. Ryan a reçu l'assignation, a-t-elle dit. Je me suis redressé sur ma chaise de bureau. Comment ça? Un huissier local a remis les documents à l'adresse de location à Gulf Shore. Il a reçu l'avis en main propre. Ma bouche s'est asséchée. Marissa m'a raconté que Ryan avait été servi devant le condo alors que Diane et Brooke sortaient les courses de leur SUV. Ryan avait apparemment essayé de refuser les papiers au début. Mais l'huissier s'était simplement contenté de l'identifier et de lui laisser les documents entre les mains. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone s'est mis à sonner. Ryan a appelé 6 fois. Diane a appelé 2 fois. Brooke a envoyé un message, « Claire, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Ryan a dit, « Tu essaies de prendre la maison. » Je n'ai répondu à aucun d'eux. Non pas que j'ai apprécié leur panique, mais parce que, pendant des années, chaque conversation difficile s'était terminée de la même façon, Ryan parlait, Diane interrompait. Brooke pleurait. Et on me demandait de sacrifier quelque chose pour que tout le monde se sente mieux. Cette fois, c'est mon avocat qui parlerait pour moi. Ce soir-là, Ryan a fini par laisser un message vocal. Sa voix était plus grave que je ne l'imaginais. Claire, rappelle-moi. Tu fais une énorme erreur. Brooke est déjà bouleversée. Maman est hors d'elle et les enfants ne comprennent pas pourquoi tout le monde se dispute. On est censé être en vacances. Je l'ai écouté une fois. Puis je l'ai enregistré. Le lendemain matin, Marissa m'a transmis l'avis de fixation de la date d'audience. Il restait 10 jours à Ryan à Gulf Shore. Et pour la première fois,
Il comprenait que pendant qu'il célébrait des vacances en famille sans moi, j'avais bâti une vie où je n'avais plus à mendier une place. Les photos de Gulf Shore continuaient d'apparaître sur mon téléphone. Diane en avait posté une des enfants construisant un château de sable. Brooke en avait posté une autre de tout ce petit monde dans un restaurant de fruits de mer vêtu de t-shirt bleu assorti. Ryan se tenait au milieu, un bras autour de sa mère et l'autre autour du garçon aîné de Brooke. La légende disait, créer des souvenirs avec les gens qui comptent le plus. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table et je suis retourné au travail. C'était toute la différence désormais. Auparavant, une publication comme celle-là aurait gâché toute ma journée. Je me serais demandé si Diane l'avait fait exprès pour m'envoyer un message. J'aurais imaginé Ryan la voyant et ressentant de la culpabilité. Avant de décider que j'étais trop sensible pour comprendre la plaisanterie. Cette fois, je savais exactement ce que cela signifiait. Il célébrait encore une famille qui s'était attendue à ce que je reste invisible. Pendant ce temps, les mesures restrictives provisoires d'ordre financier avaient pris effet. Elles ne laissaient pas Ryan sans le sou. Ce n'était pas ce que je voulais, et ce n'était pas ce que le tribunal avait ordonné. Les dépenses courantes du ménage pouvaient toujours être réglées. Il pouvait acheter de la nourriture, de l'essence et ce dont il avait besoin pour vivre. Mais il ne pouvait plus effectuer de virements importants ou inhabituels depuis notre compte commun. Sans préavis. Il ne pouvait pas envoyer discrètement un autre versement à Brooke en espérant que je ne regarderais jamais de près. 3 jours après avoir reçu l'assignation, Brooke m'a appelé depuis l'Alabama. J'ai failli laisser sonner. Puis j'ai décroché. Allô? Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Claire, a-t-elle fini par dire. Sa voix semblait frêle. Ryan a dit que la banque avait bloqué le virement. Il n'a pas bloqué ton virement, ai-je dit. Le compte fait l'objet de restrictions temporaires pendant que le tribunal examine nos finances. Mais mon échéance de prêt est due la semaine prochaine. J'ai fermé les yeux. Je suis désolé que tu sois stressé. Brooke. Mais ce prêt relève de toi et de ton créancier. Tu sais que j'essaie. Je le sais bien. Mais Ryan et moi aurions dû décider ensemble si notre argent t'aidait. Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit. Je pensais qu'il te l'avait dit. Cela m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Il ne me l'a pas dit. Brooke a poussé un soupir tremblant. Il a toujours dit que tu étais d'accord. Bien sûr qu'il l'avait dit. C'était ainsi que Ryan s'était facilité la tâche. Il n'avait pas eu à dire à Brooke que je n'étais pas d'accord. Il lui avait seulement fallu faire de moi la personne silencieuse en arrière-plan. L'épouse qui absorberait le coup et ne dérangerait jamais personne. Je n'étais pas d'accord, ai-je dit. Je ne connaissais tout simplement pas toute la vérité. Brooke ne s'est pas excusée. Pas à ce moment-là. Elle a dit qu'elle devait y aller et l'appel s'est interrompu. Plus tard dans la soirée, Ryan m'a envoyé un message. Brooke s'est vu refuser un prêt personnel parce que ses dettes sont trop élevées. Tu es contente. Maintenant? J'ai fixé les mots. Puis j'ai envoyé une seule réponse. Non. Mais je ne suis plus disposé à être responsable de problèmes que je n'ai pas créés. Il n'a pas répondu. Le lendemain matin, Diane a appelé. Sa voix avait changé. Disparue, la fausse sérénité qu'elle employait lorsqu'elle voulait paraître raisonnable devant Ryan. À présent, elle avait l'air furieuse. Tu n'as aucun droit de déchirer cette famille à 2 états de distance. Je me suis appuyé contre le plan de travail de la cuisine et j'ai regardé le vieux vieil érable de mon père dans le jardin.
Je n'ai pas déchiré votre famille. Diane. Tu as déposé des requêtes dans le dos de Ryan. Je lui ai posé des questions sur l'argent à plusieurs reprises. Il m'a menti. Il aidait sa sœur. C'est ce que font les gens bien. Les gens bien n'utilisent pas les économies de leurs conjoints en cachette. Il y a eu un temps de pause. Puis Diane a dit. Tu as épousé Ryan. Tu ne décides pas qu'il n'a plus de foyer juste parce que tu es en colère. Je sentais mon cœur battre fort. Mais j'ai gardé la voix égale. Je ne décide pas de cela seul. C'est pourquoi je suis passé par le tribunal. Et je ne suis pas en colère à cause de simples vacances. J'en ai assez qu'on se serve de moi. Elle a pris une inspiration brusque. Tu as toujours pensé que tu valais mieux que nous parce que ton père t'avait légué cette maison. Cette phrase m'en a appris plus que n'importe quelle excuse n'aurait jamais pu le faire. Pendant des années, Diane avait traité cette maison comme une insulte silencieuse. Non pas que je l'ai jamais jetée à la figure de quiconque, mais parce qu'elle me donnait une chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Je n'ai jamais pensé que je valais mieux que vous, ai-je dit. Je voulais seulement qu'on me traite comme si je comptais. Diane a raccroché. L'audience a eu lieu 2 jours plus tard par visioconférence. J'étais assise à côté de Marissa dans son bureau. Vêtue d'un chemisier bleu marine et des mêmes petites boucles d'oreilles en or que mon père m'avait offertes pour mes 30 ans. Ryan est apparu à l'écran depuis le condo de Gulf Shore. Diane était assise à proximité, bien que seul Ryan fût censé parler. Brooke faisait des va-et-vient en arrière-plan, arpentant la pièce, le téléphone collé à l'oreille. Ryan a affirmé que j'exagérais. Il a dit que les virements relevaient du soutien familial, pas de la trahison. Il a dit qu'il avait toujours eu l'intention de m'en parler une fois que Brooke serait stabilisée. Marissa n'a pas discuté ses sentiments. Elle a présenté les registres, les virements mensuels, les documents de prêt. Les messages où Ryan disait à Brooke de ne pas s'inquiéter parce que je garderais la maison stable. Les messages où Diane discutait d'un autre voyage pendant que Ryan me disait que nous devions réduire nos dépenses. Le juge a demandé à Ryan pourquoi il n'avait pas déclaré le prêt. Ryan a baissé les yeux. Je ne voulais pas que Claire s'inquiète. A-t-il dit. J'ai failli rire, mais je ne l'ai pas fait. Pendant 12 ans, il avait appelé cela me protéger chaque fois qu'il prenait une décision sans moi. À la fin de l'audience, le juge n'a pas puni Ryan. Personne n'a élevé la voix. Personne n'a proclamé de vainqueur. Mais le juge a ordonné une disposition temporaire pendant que la procédure de séparation de corps suivait son cours. J'aurai la jouissance exclusive et temporaire de la maison. Ryan pourrait récupérer les effets personnels convenus à une date fixée. Il devrait s'organiser pour se loger ailleurs pour l'instant. Les restrictions financières temporaires resteraient en vigueur et les 2 parties fourniraient une déclaration financière complète. Le visage de Ryan s'est figé. Diane s'est penchée vers lui et a chuchoté assez fort pour que je l'entende. Elle ne va pas vraiment te faire rester devant ta propre maison. Ryan ne lui a pas répondu. Pour la première fois, je crois qu'il a compris que je le ferais peut-être. Et que la femme qu'il avait toujours compté trouver en l'attendant à l'intérieur avait disparu. Quand le SUV de Ryan a tourné dans notre rue, je me tenais dans la salle à manger près de la fenêtre. Je n'étais pas resté là à attendre toute la matinée. C'était important pour moi. Pendant des années, j'avais attendu Ryan d'une manière dont je n'avais même pas conscience à l'époque. J'avais attendu qu'il rentre du travail. J'avais attendu qu'il appelle après une dispute. J'avais attendu qu'il remarque quand Diane avait dit quelque chose de cruel. J'avais attendu qu'il me fasse me sentir comme son épouse au lieu de celle qui rendait sa vie plus facile. Mais ce matin-là, j'avais fait du café. J'avais répondu à des emails. J'avais arrosé les fleurs près du vieux perron de mon père.
Puis j'ai vu le SUV. Diane est sortie la première, bougeant rapidement malgré le long trajet. Brooke a mis le pied sur le trottoir en tenant un des enfants par la main. L'autre enfant avait l'air épuisé. Les joues roses à force de soleil et de trop d'heures passées en voiture. Ryan a contourné le véhicule et a ouvert le coffre. Pendant une brève seconde. Il a jeté un regard vers la maison avec la même attente désinvolte qu'il avait traînée pendant 12 ans. Il s'attendait à ce que la porte d'entrée s'ouvre. Il s'attendait à des projets de dîner, des draps propres et un réfrigérateur plein de courses. Il s'attendait à moi. À la place. Il a vu l'avis que le bureau de Marissa avait fait afficher à l'intérieur de la porte moustiquaire. En vert. Il indiquait la date et l'heure auquel il pouvait récupérer ses effets personnels. Il comprenait le numéro de téléphone de Marissa et faisait référence à l'ordonnance provisoire qu'il avait reçue après l'audience. Ryan l'a lu une fois, puis il a regardé à travers la vitre et m'a vu debout à l'intérieur. « Claire !» a crié Diane. « Ouvre cette porte tout de suite. » Sa voix a tranché le calme de la rue si nettement qu'un rideau a bougé chez le voisin. De l'autre côté de la route. Je n'ai pas bougé. Ryan a monté les marches et a frappé. Doucement d'abord. Puis plus fort. « Claire ?» a-t-il dit. « Il faut qu'on parle. » J'ai déverrouillé la porte intérieure, mais j'ai laissé la porte moustiquaire fermée entre nous. Il avait l'air fatigué, pas fatigué de la plage. Pas le genre de fatigue qui vient d'un réveil tardif et du transport de glacière sur le sable. Chaud. Il avait l'air d'un homme qui avait passé les 10 derniers jours à essayer de se convaincre que ce qu'il redoutait n'allait pas vraiment arriver. Votre réservation d'hôtel est dans votre email, ai-je dit. Elle est pour 2 nuits. Vous pourrez récupérer vos affaires mardi matin comme le stipule l'ordonnance. Ryan m'a fixé. Tu m'as réservé un hôtel. Oui. Tu avais tout prémédité. J'ai pensé aux semaines passées à fixer les relevés bancaires après qu'ils s'étaient endormis. J'ai pensé au nombre de fois où je m'étais demandé si j'étais injuste. J'avais prévu de me protéger. Ai-je dit. Il y a une différence. Diane a bousculé Ryan et s'est approchée de la porte. C'est incroyable, a-t-elle dit. Tu nous as laissé faire tout le trajet de retour avec ces enfants. Et maintenant tu t'attends à ce qu'on reste plantés là comme des étrangers. J'ai regardé par-dessus son épaule les enfants de Brooke. Ils étaient innocents. Ils n'avaient pas choisi ce voyage. Ils n'avaient pas décidé qui faisait partie de la famille ou d'où venait l'argent. C'est pourquoi Ryan doit les emmener dans un endroit où ils pourront se reposer, ai-je dit. Je ne me disputerai pas devant eux. Les yeux de Brooke se sont emplis de larmes. Claire ? S'il te plaît ? A-t-elle dit. Nous n'avons nulle part où aller. Ryan s'est tourné vers elle. Surpris. Qu'est-ce que tu veux dire par on n'a nulle part où aller? Brooke a baissé les yeux sur le trottoir. Le gestionnaire du condo a appelé hier, a-t-elle dit doucement. Mon loyer a du retard. Je pensais pouvoir rattraper mon retard après ce mois-ci. Mais, elle a jeté un coup d'œil à Diane. Je pensais qu'on venait tous ici. Bien sûr qu'elle le pensait. Pendant des années. Ma maison avait été la réponse à des problèmes que je n'avais jamais accepté de résoudre. Ryan s'est passé les 2 mains sur le visage. Brooke va se débrouiller. Diane s'est retournée vers lui. Il n'y a rien à débrouiller. Claire va te laisser entrer. Non. Ai-je dit. Ce seul mot a frappé plus fort que n'importe quel cri. La bouche de Diane s'est pincée. Ryan m'a regardé de nouveau et cette fois, il n'y avait aucune colère sur son visage.
Il y avait quelque chose qui ressemblait davantage à de l'incrédulité. Tu fais vraiment tout ça pour de simples vacances? J'ai ressenti de la tristesse alors. Pas de la faiblesse. Juste de la tristesse. Ryan? Tu penses encore que tout cela tourne autour d'un seul voyage parce que c'est plus facile que de regarder tout le reste en face. Sa mâchoire s'est contractée. Tu as déposé des requêtes judiciaires pendant que j'étais en déplacement. Tu as pris 16 jours d'absence avec les gens que tu appelles ta famille. Tu m'as laissé ici avec les factures, la maison et un mariage que tu vidais discrètement de sa substance. J'ai aidé Brooke avec notre argent. Sans me le dire. Elle avait besoin d'aide. Et j'avais besoin d'un mari qui me dise la vérité. Pendant un moment, personne n'a parlé. La rue était chaude et immobile. Quelque part à proximité, une tondeuse à gazon s'est mise en marche. Le plus jeune enfant de Brooke a tiré sur sa manche pour lui demander s'il pouvait entrer. Brooke s'est accroupi et lui a chuchoté quelque chose. Mais je pouvais voir le désarroi sur son visage. C'est là que Diane a commis sa dernière erreur. Elle m'a pointé du doigt à travers la vitre. Tu as toujours voulu faire passer Ryan pour quelqu'un d'insignifiant. Tu n'as jamais su apprécier ce qu'il a fait pour toi. Ryan s'est tourné vers elle si vite qu'elle s'est tue. Maman? A-t-il dit d'une voix basse et tendue. Arrête. Diane a cligné des yeux. Autant que je m'en souvienne, Ryan l'avait toujours défendu. Parfois doucement, parfois en ne disant rien, mais il ne lui avait jamais dit d'arrêter. Elle l'a regardé comme si j'avais mis ces mots dans sa bouche. Puis Ryan s'est tourné de nouveau vers moi. Je suis désolé. A-t-il dit. C'était la première fois qu'il le disait sans ajouter une raison pour laquelle je devais pardonner. Mais des excuses sur le pas de la porte ne pouvaient pas réparer 12 ans. Je t'entends? Ai-je dit? Mais l'ordonnance tient toujours. Son visage s'est durci. Alors c'est ça. Toi. Tu gardes la maison et moi. Je prends une chambre d'hôtel. Tu as une chambre d'hôtel parce que je l'ai organisée. Tu auras le temps de récupérer tes affaires. Tu as un travail, tes propres revenus et des choix. Ce que tu n'as plus, c'est la permission de traiter cette maison comme un endroit que tu peux utiliser tout en me traitant comme quelqu'un qui n'a pas sa place. Ryan a frappé une fois du plat de la main sur la porte moustiquaire. Pas assez fort pour casser quoi que ce soit. Assez fort pour faire sursauter les enfants de Brooke. Ryan? Ai-je dit doucement. S'il te plaît. Ne fais pas ça. Il a baissé les yeux sur sa propre main. Pendant une seconde, j'ai vu la honte traverser son visage. Puis Diane s'est remis ça à crier, disant que j'étais cruel, que je prenais du plaisir à cela. Que je faisais souffrir des enfants innocents. Ryan n'est pas parti. Il est resté sur le perron à argumenter à travers la porte jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y avait plus rien à dire, alors j'ai appelé le numéro des urgences non vitales. Quand l'agent est arrivé, il s'est montré calme et professionnel. Il a discuté avec Ryan dehors. A examiné l'ordonnance provisoire et a expliqué que Ryan devait la respecter. Il n'y a pas eu de scène dramatique, pas de menottes, personne n'a été jeté nulle part. Juste une simple consigne finale. Ryan devait partir. Il a rechargé les valises dans le SUV. Brooke a rassemblé les enfants. Diane se tenait à côté de la porte du passager, furieuse et silencieuse. Avant de monter, Ryan a jeté un dernier regard vers la maison. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Peut-être qu'il a vu le porche où mon père avait l'habitude de s'asseoir avec son café chaque dimanche matin. Peut-être qu'il a vu les fenêtres qu'il avait aidé à peindre des années auparavant.
Peut-être qu'il a enfin compris qu'il n'avait pas perdu un bâtiment. Il avait perdu la certitude que je serais toujours là, à attendre de pouvoir pardonner. Alors que le SUV s'éloignait, j'ai verrouillé la porte. Puis je suis resté dans la maison silencieuse et je me suis laissé aller à respirer. La maison était plus calme après le départ de Ryan qu'elle ne l'avait été depuis des années. Au début, ce calme m'a effrayé. Je n'arrêtais pas d'entendre sa clé dans la serrure ou sa voix depuis la cuisine, demandant ce qu'il y avait à dîner. Je m'attendais à ce que Diane appelle pour me dire que j'étais allé trop loin. Je m'attendais à ce que Brooke m'envoie un autre message pour me demander de reconsidérer la chose. Mais les messages ont cessé pendant un moment et, à leur place, de la paperasse est arrivée. Marissa a expliqué que les mois suivant le dépôt d'une requête en séparation de corps étaient rarement dramatiques de la façon qu'on imaginait. Pas de grands discours soudains au tribunal. Personne ne repartait avec tout avant le coucher du soleil. Il y avait des formulaires, des relevés de comptes, des rapports de solvabilité et des réunions où les gens devaient répondre à des questions qu'ils avaient passé des années à esquiver. C'est là que la vérité devenait plus difficile à fuir pour Ryan. Les registres des comptes joints montraient chaque virement qu'il avait fait à Brooke. Certains concernaient son prêt. D'autres couvraient les factures de services publics en retard, l'assurance automobile et des choses que Ryan m'avait décrites comme des dépenses courantes du ménage. Il y avait aussi des messages. Ryan avait dit à Brooke de ne pas s'inquiéter parce que je garderais la maison stable. Quand Marissa a lu ces mots à haute voix lors de l'une de nos réunions, j'ai senti mon visage rougir. Non pas que j'ai eu honte, mais parce que j'avais enfin compris comment Ryan me considérait. Je n'étais pas sa partenaire dans ses messages. J'étais le filet de sécurité sous les choix de tous les autres. Ryan a emménagé dans un modeste appartement d'une chambre dans l'ouest de Columbus. C'était propre, proche de son travail. Et en rien comparable à la maison qu'il avait prise pour acquise. En vertu de l'accord financier temporaire. Il ne pouvait plus utiliser notre argent commun pour Brooke sans en informer et sans obtenir mon consentement. Pour la première fois, il devait vivre dans la limite de ses propres revenus. Brooke a dû faire face à ses propres limites, elle aussi. Elle ne s'est pas transformée en méchante dans mon esprit. Elle avait fait des choix égoïstes, oui. Mais c'était aussi une femme qui s'était habituée à être secourue au point que le secours avait commencé à ressembler à un droit. Elle a vendu son SUV récent et a emménagé avec ses enfants dans un appartement plus petit, plus proche de leur école. Elle a mis en place un plan de remboursement officiel avec son créancier. C'était difficile et humiliant, mais c'était à elle de le faire, pas à moi. Diane a encaissé le coup plus difficilement. Elle avait passé des années à traiter la générosité de Ryan comme la preuve qu'il était un bon fils. Elle ne semblait jamais se demander ce que cela lui coûtait, ni ce que cela me coûtait. Une fois que Ryan a cessé de payer les factures de Brooke en cachette, Diane n'a plus pu faire semblant que tout allait bien. Elle m'a appelé un soir, environ 2 mois après le voyage à Gulf Shore. « J'espère que tu es satisfaite », a-t-elle dit. Sa voix était plus douce que d'habitude, mais pas plus aimable. Brooke a dû déménager. Les enfants ont dû changer leurs habitudes. Ryan vit seul dans un petit appartement. J'ai gardé le téléphone collé contre mon oreille et j'ai balayé mon salon du regard. Les murs étaient les mêmes. La vieille horloge de mon père trônait toujours au-dessus de la cheminée. Mais quelque chose en moi avait changé. Je ne suis pas satisfaite que quelqu'un souffre, ai-je dit. Mais je ne suis plus disposée à souffrir pour que tout le monde évite d'affronter les conséquences. Diane est restée silencieuse. Puis elle a dit. Les familles sont censées s'entraider. Oui, ai-je répondu, mais les familles n'ont pas le droit de se servir dans l'argent. La maison est la tranquillité d'une personne sans demander. Elle a raccroché sans dire au revoir. Ryan a commencé une thérapie peu de temps après. Je ne l'ai su que parce que Marissa m'a dit que son avocat l'avait inclus dans une discussion sur les arrangements financiers. Plus tard.
Ryan me l'a dit lui-même lors d'une réunion programmée pour récupérer le reste de ses affaires. Il se tenait dans la salle à manger, une petite boîte entre les mains. Il avait l'air plus mince qu'au début de l'été. J'avais l'habitude de penser que j'étais le bon gars, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il a baissé les yeux sur la boîte. Je pensais qu'Eddie Brooke faisait de moi un bon frère. Je pensais que faire tout ce que maman voulait faisait de moi un bon fils. Et un bon mari? Ai-je demandé. Ses yeux se sont emplis de larmes alors? Mais il n'a pas détourné le regard. Je t'ai fait porter le coup de tout cela, a-t-il dit. Puis j'ai agi comme si tu étais égoïste chaque fois que tu le remarquais. Il n'y avait aucune excuse dans sa voix. Aucune phrase commençant par « mais ». C'était important. La pire chose que j'ai faite, ce n'était pas de te laisser à la maison, a-t-il poursuivi. C'était de te faire sentir que tu devais mériter une place à mes côtés. Pendant un moment, je me suis souvenu de l'homme que j'avais épousé. L'homme qui m'apportait du café quand je travaillais tard. L'homme qui m'avait tenu la main quand mon père était mort. Et cela rendait les choses plus tristes, pas plus faciles. Tu n'as pas fait qu'une seule erreur, Ryan, lui ai-je dit. Tu as fait un schéma. Je n'arrêtais pas de croire que la fois d'après serait différente et tu comptais là-dessus. Je sais. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Tu n'es pas obligé, a-t-il dit. Je ne te demande pas de me reprendre. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait offerte depuis longtemps. Quand il est parti, je suis resté sur le pas de la porte à le regarder porter la boîte jusqu'à sa voiture. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai éprouvé du chagrin pour le mariage que j'avais cru avoir. Mais le chagrin n'était pas synonyme de regret. À l'automne, l'accord financier temporaire était devenu une routine. Ryan versait régulièrement sa contribution au remboursement des fonds qu'il avait utilisés à mon insu. Brooke a poursuivi son plan de remboursement. Il n'y avait plus de virements secrets. Plus d'appels frénétiques s'attendant à ce que je règle des problèmes que je n'avais pas créés. Un matin frais d'octobre, je me suis assise sur le perron avec une tasse de café et j'ai regardé les feuilles jaunes tomber sur la pelouse. Pendant des années, j'avais pensé que la paix serait synonyme de solitude. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'entendre enfin mes propres pensées. Et pour la première fois depuis très longtemps, ma maison me donnait l'impression de m'appartenir à nouveau. Un an après que Ryan s'est tenu devant ma porte d'entrée, je l'ai rencontré pour un café dans un petit établissement près du parc. C'était le début du printemps. Les fenêtres étaient entr'ouvertes juste assez pour laisser entrer l'air frais et la pluie tapotait doucement contre la vitre. Je suis arrivé la première et j'ai choisi une table au fond. Non pas par peur que quelqu'un nous voie, mais parce que je voulais de l'espace pour réfléchir. Pendant longtemps, j'avais imaginé que ce moment arriverait avec une réponse claire. Soit je regarderais Ryan et je saurais que je l'aimais encore. Soit je le regarderais et je ne ressentirais plus rien du tout. Mais la vie nous donne rarement des réponses aussi nettes. Quand il est entré, il avait l'air différent. Pas radicalement différent. C'était toujours Ryan, toujours l'homme que j'avais épousé à 28 ans. Toujours celui qui savait que je prenais mon café avec un peu de crème et sans sucre. Mais il se tenait différemment maintenant. Il n'était pas entré en s'attendant à ce que je souris. Il n'a pas cherché à attraper ma main. Il n'a pas fait comme si une seule réunion signifiait qu'il était pardonné. Il s'est simplement assis en face de moi et a dit « Merci d'être venu. » J'ai hoché la tête. De rien. Pendant quelques minutes, nous avons parlé de choses ordinaires. Son travail était stable. Ma sœur et moi avions fait un week-end à Asheville l'automne précédent. Nous avions flâné dans de petites librairies. Trop mangé dans un bistrot près de notre hôtel et ri jusqu'à ce que j'ai mal aux côtes.
C'était le premier voyage que je faisais depuis des années sans m'occuper du confort de tout le monde en premier. Je le lui ai raconté. Ryan a souri. Mais il y avait de la tristesse là-dedans. Tu le méritais, a-t-il dit. Je le méritais? Ai-je répondu. Et je le pensais. Au cours de l'année écoulée, j'avais reconstruit des parts de moi-même dont je n'avais pas réalisé que je les avais laissées de côté. J'avais recommencé à appeler de vieilles amies au lieu de supposer qu'elles étaient trop occupées. J'avais rejoint un groupe de marche du samedi matin au centre communautaire. J'avais acheté des fleurs fraîches pour ma cuisine quand j'en avais envie. Et pas seulement quand quelqu'un venait à la maison. Ces choses paraissaient anodines. Mais après des années à mesurer ma valeur à l'aune de ce que je pouvais porter pour les autres, elles m'apparaissaient comme la preuve que ma vie m'appartenait à nouveau. Ryan avait tenu ses promesses de la manière qui comptait le plus. Il avait continué sa thérapie. Il était resté transparent sur ses finances. Il avait versé les contributions aux remboursements exigés par notre accord. Il ne m'avait pas demandé de régler les factures de Brooke, de parler à Diane à sa place, ou de rendre son inconfort plus supportable. Brooke avait également tenu son plan de remboursement. Elle faisait plus d'heures dans un cabinet médical et s'était installée dans l'appartement plus petit avec ses enfants. Je n'étais pas devenu proche d'elle. Mais je ne portais plus cette colère vive que je ressentais autrefois chaque fois que j'entendais son nom. Elle avait accepté une aide offerte trop généreusement. Ryan avait fait le choix de la donner, et j'avais fini par faire celui d'arrêter d'en payer le prix. Diane avait été la plus dure à cuire. Son apologie était arrivée dans une lettre peu de temps après Noël. Je l'avais lue 3 fois avant de croire qu'elle était vraie. Elle écrivait qu'elle avait confondu contrôle et amour. Elle admettait qu'elle avait traité la loyauté de Ryan envers elle comme quelque chose qui lui était dû. Et qu'elle m'avait traité en étrangère parce que c'était plus facile que d'accepter que son fils ait bâti une vie en dehors d'elle. Elle ne m'avait pas demandé de lui pardonner. Elle avait simplement écrit « Je suis désolé de t'avoir fait sentir malvenu dans ton propre mariage et dans ta propre maison. » Je n'avais pas encore répondu. Peut-être le ferai-je un jour. Peut-être pas. Des excuses pouvaient être significatives sans devenir une porte d'entrée vers ma vie. Ryan a baissé les yeux sur son café. Je sais que tu ne me dois rien, a-t-il dit, mais je dois te demander. Penses-tu qu'il puisse y avoir un avenir pour nous? La pluie a semblé plus forte pendant un instant. J'ai regardé l'homme assis en face de moi et j'ai tout ressenti en même temps, de l'affection, de la déception, du chagrin, de la prudence et le très vague souvenir du futur que j'avais autrefois cru que nous aurions. Je ne sais pas. Ai-je dit honnêtement. Il a hoché lentement la tête. Je ne dis pas non pour toujours, ai-je poursuivi. Mais je ne dis pas oui simplement parce que tu es désolé non plus. Je comprends. La confiance ne se reconstruit pas parce qu'on passe une bonne année. Elle se reconstruit à travers un long schéma de vérité. À travers des limites, à travers des choix qui restent inchangés même quand personne ne regarde. Les yeux de Ryan ont croisé les miens. Je le sais, a-t-il dit. Et je suis prêt à le faire. Je croyais qu'il le pensait. Mais croire qu'il le pensait n'était pas la même chose que d'être prêt à bâtir une vie avec lui à nouveau. Alors je ne lui ai pas fait de promesse. Je lui ai dit que nous pouvions continuer à discuter lentement, prudemment. Selon des termes qui protégeaient la femme que j'étais devenue. Quand nous avons quitté le café, il m'a raccompagné jusqu'à ma voiture. Mais s'est arrêté à une distance respectueuse. Prends soin de toi. Claire? A-t-il dit. Toi aussi. Ryan. J'ai repris la route sous la pluie, traversant devant l'épicerie. La vieille bibliothèque et le quartier où mon père m'avait autrefois appris à faire du vélo. Quand je me suis engagé dans mon allée,
La lampe du porche était allumée. Ma maison était chaleureuse et calme. Ma vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des décisions à prendre, encore du chagrin à porter. Encore des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre en un seul après-midi. Mais je ne me sentais plus invisible dans ma propre histoire. La mère de Ryan avait dit un jour que le voyage devait être réservé à la famille. Pendant des années. J'avais pensé que la réponse était de travailler plus dur jusqu'à ce qu'ils finissent par me faire une place. J'avais tort. Une vraie famille ne vous demande pas de disparaître pour que tout le monde soit à l'aise. Une vraie famille vous fait une place à table et vous respecte lorsque vous choisissez de vous en éloigner. Si cette histoire vous a parlé, j'espère que vous partagerez ce que vous auriez fait à la place de Claire. Et si vous pensez que la dignité, l'honnêteté et le respect de soi comptent toujours, veuillez aimer, vous abonner et nous rejoindre pour d'autres histoires qui nous rappellent que nous ne sommes jamais trop à génie trop effacés pour nous choisir nous-mêmes.